Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Vous écoutez le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Le Bisoudrome. Vous écoutez le Bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Je suis Lélina, présentons-nous et après on reparlera de cette nouvelle saison. Donc moi je suis Lélina, l'animatrice du podcast, aujourd'hui avec Tomelk. Salut. Aurore. Coucou. Et Lavla. Hello. Et du coup avant de commencer l'épisode, nouvelle année, nouvelle saison du Bisoudrome. Voilà, donc on est reparti pour une année, au moins un épisode par mois à partir de février, voilà, comme déjà 2 ans. Petite information, enfin voilà, petit changement, même grand, mais vous n'entendez plus Xan depuis quelques mois. Xan a quitté l'aventure, le bateau, le navire du Bisoudrome. Voilà, donc du coup voilà, on est maintenant dans cette équipe de 4 mais avec plein de possibilités, enfin on a plein de réflexions pour cette nouvelle année, mais pour l'instant on les garde au chaud, voilà, on va voir ce qui se passe et on vous en reparlera, mais bon, on voulait quand même vous le dire quoi, voilà, qu'on dit au revoir à Xan. On lui fait quand même un petit coucou s'il nous écoute. Hein. Là, j'espère qu'il nous écoute, donc voilà, ça correspond. Enfin, c'était plus à un moment donné ce qui était. Enfin voilà, il avait plus le temps pour ça et tout, mais voilà. Donc on verra ce qui se trame dans les prochains mois et vous serez au courant. Mais voilà, on est reparti pour cette saison. On est très heureuse, ouais. Yeah. Bah ouais, carrément. Et donc, on a un sujet qui est à propos pour une rentrée et un premier épisode de saison, puisque finalement ce sujet c'est les premières fois. Oh, un chat. Bon. Et du coup, pour les premières fois, on a une question introductive, comme toujours. Oui, c'est quelle est la première fois qui a le plus compté pour vous ? Yes. Alors, moi, je peux répondre. Alors, une parmi plein, comment choisir ? Mais je dirais, au même moment, d'autres premières fois plus classiques dont je parlerai après en intro, rentrer dans la sexualité, mise en couple et tout, il y a eu partir de chez mes parents, emménager seule pour mes études, qui était un moment que j'attendais, alors même que ça se passait très bien dans ma famille, mais j'avais toujours ce rêve de ce moment d'indépendance et je voulais vraiment partir direct à 18 ans. Je suis partie dans une autre ville, étudier, où j'étais en CTU et tout. Et ça, ce truc de liberté, de devenir adulte, c'était vraiment quelque chose dont je me rappelle encore avec beaucoup d'affection. Bah, du coup, je vais y aller. Moi, ça va faire écho à ma chronique et peut-être à des sujets qu'on va réaborder ensuite. Mais je dirais que pour moi, c'est le premier bisou et première relation connue de mon environnement proche, pote notamment au lycée. Et en fait, c'est ce qui a matérialisé pour moi le côté où je passais dans une autre catégorie, quoi. Ça y est, j'étais plus ce mec qui était en dehors de toute relation et j'étais capable de relationner au vu et au su de tous, quoi. Et vraiment, enfin, je m'en souviens comme un épisode marquant parce que, enfin, je me souviens très bien de ce jour où je suis allé voir cette fille et où on s'est fait des bisous. Enfin voilà, c'était juste pas plus que ça, mais parce que, enfin, j'avais l'impression vraiment de passer un cap, quoi. Et c'était super important et ça répondait aussi à toute une pression ressentie pendant les années précédentes sur le fait de réussir à avoir une relation, quoi, avec quelqu'un. Alors j'allais dire la première fois que j'ai embrassé quelqu'un, mais que j'avais vraiment envie de l'embrasser. C'était consenti. C'est pas que c'était pas consenti, c'est que je pense qu'il y avait un peu la pression de bon là, écoute, faudrait quand même que il faudrait. Et en fait, tu te rends compte que et puis donc quand tu après t'embrasses quelqu'un et t'en as vraiment envie, c'est pas pareil, c'est pas la même sensation. Voilà. Moi, je pense à une première fois sexuelle. Je sais même pas si c'est vraiment une première fois en soi. C'est juste que j'ai un souvenir de quelques années après le début de ma vie sexuelle avec mon copain actuel. On est partis en week-end tous les deux et il y avait un peu ce truc de partir en week-end. À ce moment-là, on vivait chez nos parents. Enfin voilà.
après on a vécu ensemble assez rapidement, mais là c'était l'été, donc en fait l'été c'était toujours un peu contraint parce que on était chacun chez nos parents. Et là je me souviens très bien qu'il m'a fait un cuni sous un arbre, genre en pleine nature. Wow. Et Bold. et c'était, déjà c'était assez incroyable, très bold, ouais, très audacieux. Ouais. Mais surtout je me souviens avoir eu un orgasme de malade dans ce contexte, et que j'ai été très bruyante, et que en fait pas loin il y avait des maisons et qu'il y a quelqu'un qui est sorti parce que je pense que j'ai fait trop de bruit. Et du coup c'était une première fois, en tout cas je sais pas si c'est vraiment une première fois, mais ce moment-là était hyper fort et je m'en souviens vraiment de façon hyper vive encore, quoi. Bon, ça me donne envie de dire un truc aussi sur la sexualité et les relations, donc je refais une autre réponse. Bon, on va faire ça, se raconter des premières fois. C'est parce que j'en ai parlé à un amoureux récemment, et j'ai repensé à ça, que j'ai noté la date où j'ai eu, mais j'en ai déjà parlé dans le podcast, un premier orgasme partagé, pas seul, parce que ça a mis non, pas simultané, on n'en est pas là, juste que quelqu'un me donne un orgasme, en fait, parce qu'en fait pendant très longtemps j'ai eu des orgasmes que seul, et du coup voilà, la première fois où quelqu'un m'a donné un orgasme, j'étais là, ouah, c'est possible, et c'est le 1er novembre 2022, donc ça fait pas si longtemps. Et avant j'avais rigolé, on avait parlé avec Lovela que je devrais faire une fête, genre fêter ce premier orgasme partagé. Le mais grand orgasme anniversaire. Ouais, joyeux organisme. Et j'ai vraiment du coup une note sur mon téléphone où j'ai juste écrit 1er novembre 2022, genre, pour le garder en tête. Donc voilà, vous le savez, si jamais vous le souhaitez maintenant, vous voulez me le souhaiter tous les 1er novembre, vous pouvez. Voilà. Bon, mais on ne va pas que se raconter des premières fois, même si ce serait génial. On va commencer, et je vais introduire cet épisode. Donc, dans l'épisode La honte, que je vous invite à écouter, réécouter, je vous parle de ma première fois, donc vraiment au sens hétéronormatif du terme, soit genre vraiment la première relation sexuelle où il y a une pénétration pénis dans vagin, puisque populairement c'est ça qu'on voit comme une première fois. Et je vous parlais de la honte que j'avais pu ressentir à ne pas faire certaines choses comme il faut, entre guillemets. Et pourtant, je garde un souvenir plutôt sympa de cette première fois, mais je pense que c'est plus dû au sentiment d'accomplissement qui a suivi qu'à l'acte en lui-même. J'avais vraiment cette fierté de l'avoir fait, d'être en couple pour la première fois, d'entrer dans la vie sexuelle. J'obtenais enfin quelque chose que je désirais depuis des années. Parce que tout ça s'est passé à l'entrée à l'université, et avant j'avais jamais eu de copains, ni même fait de bisous, enfin vraiment rien. Et du coup c'était vraiment quelque chose qui me frustrait. Et du coup voilà, arrivé à l'université, hop, tout se passe. Et du coup, vacances de la Toussaint, je rentre chez mes parents et je fais une fête avec mes amis de lycée, et je me rappelle combien j'ai passé ma soirée, et je me rappelle très bien de ce moment, à me vanter de cette mise en couple et de cette entrée en sexualité. Et j'étais hyper explicite, j'avais des bleus sur les seins, je me rends compte que j'étais plus kinky que je croyais, et je montrais les bleus sur mes seins, à tout le monde. Vraiment, c'était une démonstration énorme, où évidemment, je pense que j'ai pas du tout parlé des hontes que j'avais pu ressentir à pas faire des trucs entre guillemets juste comme il faut, mais que j'étais vraiment en représentation de voyer, et où j'étais vraiment en mode ça me semblait un renversement, parce que moi qui étais la personne qui avait jamais de copain, qui ne disait pas que j'avais pas de copain, mais en fait tout le monde le savait, le truc que tout d'un coup je parte à l'université, en 2 mois j'ai un copain, j'ai couché avec quelqu'un, j'étais un peu là en mode hey, et que potentiellement je me disais il y a des meufs qui en sont pas à mon stade, qui étaient plus avancées. Non mais c'est terrible avant, mais que maintenant je les ai rattrapés, je les ai dépassés, et maintenant je suis plus cool, quoi, genre en mode voilà. Donc il y a vraiment ce truc initiatique, je suis devenue une femme, quoi. Bref, donc il y avait un grand enjeu de performance et de rentrer dans les cases, comme vous le voyez. J'ai écouté un épisode des Couilles sur la table dont on va reparler, intitulé Toute première fois, où la sociologue interviewée Isabelle Claire dit que l'adolescence et ce moment des premières fois, c'est vraiment un temps d'apprentissage du comment il faut faire et de performance de la norme, qui permet peu la transgression de cette norme. Et ce qui se retrouve aussi pour moi dans nos vies amoureuses et sexuelles, même au-delà de ces premières fois adolescents, début de l'âge adulte ou quoi, genre emménager ensemble pour la première fois. Il y a plein de potentiels passages où on revit des premières fois. On peut avoir aussi cette tentation ou se conformer à une norme, parce que vu qu'on l'a jamais fait, on apprend, quoi.
Mais performer la norme, à minima, ça nous permet pas de réfléchir vraiment à nos envies. Et au pire, surtout dans des relations amoureuses, sexuelles et encore plus hétérosexuelles, c'est quelque chose qui peut vraiment favoriser des violences, quoi. Donc, je voulais discuter avec vous de toutes ces premières fois et de comment on peut peut-être les réinventer. Et maintenant, j'ai vraiment en tête tout le temps toute première fois, toute première fois. Donc, ça passe en fond pendant que je vous raconte tout ça. J'espère que vous l'avez aussi en tête, auditeurs, auditrices du podcast. Voilà. C'est Sabrina, non ? Non, c'est pas Sabrina ? Qui fait toute première fois, c'est Jeanne de Masse. Je voulais dire Jeanne. Jeanne Masse. Jeanne Masse. Ouais. Et en rouge et noir aussi. Exactement. Voilà. Donc, Voix qui écoute Nostalgie. Donc voilà, parlons de réinventer ses premières fois. Et je te propose, c'est complètement en continuité, Thomel, que de commencer parce que tu vas nous parler de cette sociologue, Isabelle Claire. Il y a une étude qui dit que. 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 En faisant des recherches pour l'épisode, évidemment, je suis tombé sur cet épisode des couilles sur la table qui venait juste de sortir en janvier. On avait l'idée avant et puis cet épisode exactement, ça fait avant, on sait pas avant. L'idée par Naomi Titi, les couilles sur la table. Avant qu'ils sortent. Et je l'ai écouté et je l'ai trouvé super intéressant et donc je me suis procuré évidemment le livre d'Isabelle Claire pour creuser certains sujets et puis pour faire un point sociologie évidemment dans cet épisode. Et déjà sur l'ouvrage, c'est vraiment le genre de livre d'ethnographie assez accessible, agréable à lire, avec beaucoup d'extraits d'entretien qui nous plongent vraiment dans les 3 terrains d'enquête qu'elle a investis. Et donc, tu saurais nous dire ce que c'est l'ethnographie ? En fait, c'est une technique de recherche en sociologie qui n'est pas basée sur l'étude de statistiques par exemple, mais plutôt sur de l'observation dans des entretiens en fait avec un panel. Donc là, il y a une 50aine d'adolescents qu'elle a interrogés pendant de longs mois sur 3 terrains d'enquête dans lesquels elle a vécu en fait pendant des mois voire des années. Donc à 3 périodes différentes. Donc d'abord premier terrain. C'était une cité de la banlieue parisienne. Deuxième terrain, une petite ville en campagne. Et troisième terrain, un arrondissement assez huppé. Je sais plus si c'était le 8e ou le 16e. Ouais, je crois c'est autour de ces coins-là, quoi. 8e, 7e, 16e. Arrondissement de Paris. Donc 3 terrains assez différents, mais toujours la même tranche d'âge étudiée. Adolescents, donc de 13-14 et jeunes adultes en fait jusqu'à 21, 22, 23 ans et donc elle les a interrogés pendant des mois et des mois sur leurs premières histoires d'amour pour en tirer des conclusions sur comment ça se passe en fait les amours adolescents et ce qu'on peut en dire. Et ce qui m'a intrigué donc à l'écoute de l'épisode, c'est le discours qu'Isabelle Claire développait donc sur le rapport à la norme conjugale et donc très majoritairement hétérosexuelle. Même s'il n'y a pas que ça dans le livre, elle parle aussi de quelques couples homosexuels et elle l'en traite. Mais bon là, je vais pas en parler, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire. Et sur le fait donc qu'elle explique que c'est environ à 14 ans que se fait l'entrée dans la norme conjugale. Et ça m'a vraiment intrigué parce que je m'étais jamais fait la réflexion. Et en fait, on l'observe comment ? D'abord parce que des couples se forment à peu près à cet âge-là, mais surtout parce que ceux qui ne sont pas en couple vont commencer à partir de 14 ans à se dire célibataires. Et c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion, mais en fait c'est un peu ce qu'on a plus ou moins tous vécu, je pense, au collège, avec le fameux t'es célib. Ouais, en fait avant c'était pas une question dans ma vie parce que juste j'étais un enfant quoi. Et là maintenant je suis célibataire. Moi je me le disais pas, mais je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir une honte diffuse de ne pas avoir de copains et de mentir par omission sur le fait que j'avais pas eu de copains quoi. Ouais, je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là. Il y a eu beaucoup de petites expériences qui ont été amplifiées pour justement remplir un vide qui était, je pense, plus répandu que ce qu'on le croyait. Et en tout cas, c'est vrai que moi, ça m'a replongé dans des souvenirs et je me suis dit que c'était à ce moment-là que les premiers couples ont commencé à apparaître autour de moi. Je me souviens d'une fille dans ma classe en 5e qui avait redoublé, donc qui était un peu plus âgée et qui sortait avec un mec et c'était vraiment l'attraction de cette fille qui est en couple et qui va embrasser son gars à l'autre bout de la cour de récré.
Et donc ça nous a tous mis dans une sorte de mouvement où on s'est dit, mais ouais, en fait, tu roules pas des pelles on doit avoir un rapport à cette norme, soit on essaye, soit on en est, soit on n'en est pas, quoi. Et ça m'a fait penser au film Les Beaux Gosses aussi. Et du coup, je suis allé revoir un peu, je sais pas si vous aviez vu ce film il y a quelques années, de Riyad Satouf avec Vincent Lacoste, jeune. Il était tout jeune. Et ben, figurez-vous que le personnage principal a 14 ans dans ce film. Et donc, c'est vraiment l'âge charnière que décrit Isabelle Claire. Et du coup, les premières fois de l'adolescence, ça peut être un bisou, une relation sexuelle ou surtout une mise en couple, qui est en fait la manière de rassembler toutes ces expériences et permet de les vivre de manière légitime aux yeux du monde. Cette première relation, en fait, cette première mise en couple, elle confère un statut à ceux qui la vivent. C'est ce que tu disais, Lélina, en intro. Elle signifie aussi la possibilité d'accéder à l'apprentissage de tout un pan de ce qui sera ensuite la vie adulte, à savoir celui de la vie de couple, même si le couple adolescent en est une version assez limitée finalement. C'est la version bêta du couple, quoi. Faire couple permet aussi aux ados d'affirmer leur identité de genre aux yeux des autres et devient presque une parade, selon les mots de la sociologue, une performance de genre. Et là, je la cite. Sortir avec quelqu'un, c'est le rendre visible, à un public très large ou très restreint, permet aux filles de passer pour des filles bien, c'est-à-dire amoureuses et conjugales, avant d'être désirantes, et aux garçons, pour de vrais garçons, de passer pour des vrais garçons, c'est-à-dire hétérosexuels. Le couple apparaît dès lors comme une parade, au double sens d'une mise en scène de soi valorisante et d'une arme pour contrer le discrédit des stigmates de la pute et du PD. Qui sont vraiment les deux figures repoussoires pour les hommes, pour les jeunes filles et jeunes garçons, dont le couple permet de se détacher. Et là, ça m'a fait aussi écho à d'autres choses qu'on entend de plus en plus récemment, notamment la notion de body count pour les filles qui devraient... Du coup, en français, c'est le nombre de body count, c'est le nombre de corps, donc ça, c'est littéralement donc le nombre de partenaires sexuels, voilà. Oui. C'est ça. Pas le nombre de personnes tuées. Non. C'est le nombre de personnes parce que avec qui tu as couché. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment lié au stigmate de la pute, quoi, en fait. Et pour le PD entre guillemets, moi, ça m'a fait beaucoup penser au premier livre d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, dont on voit que pendant son adolescence, voire même son enfance, mais surtout l'adolescence, alors que je pense que beaucoup de garçons de son âge n'avaient pas eu d'expérience non plus, lui, il avait ce stigmate-là, alors qu'ils avaient la même expérience, entre guillemets, des relations amoureuses et sexuelles. Non-expérience. Et d'autres faisaient d'autres choses pour s'en détacher de ce stigmate, et lui avait ce stigmate-là et en souffrait, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose de très fort dans l'adolescence, et le couple et la mise en couple et la mise en scène de la mise en couple permet de s'en détacher ou de justement ou pas si on n'y arrive pas. Et pour ne pas refaire en fait le podcast, l'épisode des couilles sur la table que je vous invite à écouter, j'ai plutôt creusé un deuxième aspect du livre d'Isabelle Claire qui n'est pas évoqué dans l'épisode des couilles sur la table, à savoir la première rupture et la première sortie du couple, qui permet de montrer un peu les limites de ce premier couple et des premières critiques peut-être, même si finalement pas tant que ça, de la norme conjugale. Parce qu'en fait, donc, les premières expériences du couple sont des moments d'apprentissage et de construction par rapport aux normes conjugales, qui sont plutôt acceptées finalement et reproduites, voire caricaturées, parce qu'il y a un mimétisme très fort du monde adulte, et finalement assez peu critiquées, mais elles sont quand même questionnées. Faire l'expérience du couple, c'est donc aussi éprouver ses contraintes. Comme à l'adolescence, le couple ne repose pas sur une vie en commun dans un logement, sur des enfants élevés, sur des projets en commun. Il se concentre sur quelques éléments très forts qui vont prendre une très grande place, comme celui de l'exclusivité. Ce qu'Isabelle Claire dit, c'est que le couple, pour tout le monde, donc les adolescents qu'elle interroge, c'était ça à minima, s'embrasser et s'engager à n'embrasser personne d'autre. Donc il y a quelques éléments que je vais lister. Donc l'exclusivité d'abord, c'est le sujet de conflit le plus fréquent. Et en même temps, il y a une certaine légèreté par rapport à ce sujet. Alors que c'est très très important, Isabelle Claire se rend compte du fait que pendant les vacances, il y a une sorte de règle tacite qui fait que c'est un peu la pause, quoi. Droit, ouais. Mais d'ailleurs, souvent, adolescents, on rompt
sa relation avant les vacances, et tu la on reprend à l'avant. Et c'est exactement. Tu vois si tu la reprends, quoi. C'est exactement ce qu'elle décrit, parce qu'après il y a aussi d'autres relations qui se nouent pendant les vacances, mais il y a ce moment des vacances où on dit bon bah voilà, on a joué au couple pendant un moment. Bon, même si c'est pas dit comme ça explicitement, c'est un peu la pause, et donc la norme finalement elle est très très forte, très importante, mais on peut s'en détacher aussi plus facilement parce qu'il y a moins d'engagement et on peut la relativiser, quoi. Et on relativise ensuite a posteriori en disant qu'il faut profiter de sa jeunesse, etc. Le deuxième élément, c'est celui de la jalousie, avec un rapport assez ambigu à la jalousie, qui est finalement assez valorisé dans les trois terrains d'enquête, peut-être moins dans le dernier, plus bourgeois, où on se met à distance de la violence et de ses expressions, mais elle est jouée autrement. Et donc cette jalousie est valorisée parce que c'est une marque d'amour finalement, et une marque du fait qu'on tient à l'autre. Et le conflit sur la jalousie est même attendu. Elle dit qu'il fait partie du script de la relation amoureuse, et en même temps il resserre le lien, mais il engendre aussi une grande anxiété. Donc on voit que dans ces normes qui sont expérimentées par les ados dans leur relation amoureuse, il y a aussi une forme de souffrance qu'on s'impose avec cette jalousie qui est attendue et en même temps qui prend beaucoup de place et qui est une source d'anxiété réelle, quoi. Et le troisième élément, c'est celui de la menace de la rupture, qui est en fait omniprésente parce que ces relations sont marquées par la précarité des liens et le fait que l'expérience puisse s'arrêter à tout moment, quoi. Finalement, on n'est pas lié par grand-chose. C'est que j'entends. C'est ça, l'aventure s'arrête. Ouais. Vous êtes le maillon faible. Parce que, et donc, ça prend une grande place de la relation, quoi. Dans la relation, l'anticipation de la rupture, de comment ça pourra arriver, de qui va casser. Et je me souviens de discussions aussi au collège qu'on avait sur elle va casser, non, elle va pas casser, qui va prendre l'initiative de. Ah ouais. Moi, j'ai écrit dans mon journal quand j'avais cette première fois et que j'avais l'impression que toute ma vie était incroyable parce que j'arrive à l'université, j'ai cette première fois, je suis là, waouh. Et du coup, dans mon journal, j'étais anxieuse. En fait, j'étais là en mode tout va trop bien et forcément ça veut dire que la roue va tourner et qu'à un moment ça va plus aller, quoi. Enfin, et du coup, j'étais déjà en train d'avoir peur de cette chute au moment où ça allait parce que je me disais c'est fou le poids de cette angoisse. Il y a une dramatisation du coup de cet enjeu-là, mais en même temps, elle est attendue quand même, cette rupture, parce qu'on sait que ça se fait, les couples se défont, et que on n'est que des ados, donc à un moment ça va arriver. Donc il y a cette ambiguïté aussi autour de cette menace. Et ce qu'elle dit, la formule qu'elle utilise, Isabelle Kerr, je trouve ça assez juste, c'est que à l'adolescence, en fait, ce qui est valorisé, c'est le fait de se poser. D'être en couple, d'être bien, d'être quelqu'un de stable, de fiable, mais de se poser sans se caser, parce que c'est pas le but, c'est pas le moment, et on doit faire des expériences encore. Donc en fait, il s'agissait de s'amuser, d'essayer diverses choses avant de restreindre ensuite l'horizon des possibles, ou encore de se donner la possibilité d'échouer successivement afin de trouver le bon partenaire un jour. Voilà, et donc la fin de la relation, on y arrive. Après l'amour, la liberté et le chagrin. La fin de la relation est crainte, mais elle est aussi attendue. Et souvent, en fait, et moi ça m'a étonné, je m'attendais à voir des récits de ruptures douloureuses et de cris, de pleurs, de larmes, de chagrin d'amour énorme. Et en fait, souvent, ce qu'elle dit, c'est que c'est plus indolore que prévu. Et que parfois c'est même une libération, une reprise de soi, c'est ce qu'elle utilise comme expression, après avoir beaucoup donné et beaucoup investi en temps et de manière émotionnelle ces relations. Voilà, on sort de l'expérience du couple et en fait on se retrouve, on revoit ses potes pour jouer au foot, on revoit ses copines et surtout en fait, si ça a été vraiment une grosse performance de la norme, de devoir être jaloux, de devoir faire ci, de devoir faire ça. J'imagine que se retrouver soi, ça peut être un moment où on est là, finalement. C'est bien de sortir de toutes ces contraintes, quoi. Ouais, ça venait plutôt d'un élan de faut faire comme tout le monde et pas forcément de tiens, j'ai vraiment envie avec cette personne-là, et donc t'es là, c'est pas la même chose quand tu te sépares. Et puis tu l'as fait. Il y a quand même ce truc, c'est ça, de la norme de une fois que t'as été en couple une fois, en gros, c'est aussi un peu coché. Du coup, t'es là en mode j'ai réussi. Enfin, moi, j'avais vraiment ce truc de j'ai réussi à être en couple c'est fait. et à entrer dans la vie sexuelle, donc c'est bon. Je suis un peu libérée en partie de cette responsabilité-là. C'est ce qu'elle dit aussi, c'est que du coup c'est un moment de test, d'essai, mais de passage de niveau aussi, et du coup d'affirmation de son genre et de moment d'apprentissage. Mais c'est une période, on peut en sortir.
Et c'est assez intéressant parce que du coup, moi, je me suis arrêté sur cette ambiguïté entre la force de la norme et le rapport à la norme qui est assez peu questionné finalement. Et cette volatilité finalement quand même des relations adolescentes. Mais ouais, ça m'a quand même questionné sur la manière dont on pourrait imaginer sortir de ces carcans assez codifiés et assez contraignants et genrés en fait pour les premières relations d'aujourd'hui. Je ne sais pas si la norme a déjà évolué par rapport aux terrains d'enquête qui ont été investis il y a quelques années par cette sociologue. J'avais vu, je vous la retrouverai, mais une étude qui disait que quand même que c'était je pense la personne qui avait fait cette étude disait que elle avait espéré que la norme en gros échangeait avec le temps, mais qu'on était quand même toujours dans un moment où l'entrée dans l'âge adulte c'était vraiment, et l'adolescence vraiment un moment de couple hétérosexuel, d'exclusivité, enfin vraiment où il y avait une grande tension, et enjeu là-dessus, et que c'était pas quelque chose qui évoluait vraiment avec le temps, quoi, que ça a continué à être un peu une sorte de passage obligé et que c'était pas si réinventé, si ça allait plutôt après cette première expérience, du coup après cette première rupture et tout, mais pas au moment de la première mise en couple. D'ailleurs, moi ça me fait penser à beaucoup d'histoires de personnes homosexuelles qui ont commencé par des relations hétérosexuelles parce que c'était un peu le passage obligé. Il fallait avoir, quand on est un mec, une copine, et même leur première fois, souvent ils l'ont fait avec des femmes, première fois sexuelle j'entends, avant de s'en détacher et d'approfondir leur relation à eux-mêmes et de savoir qui ils étaient et de se découvrir autrement, quoi. C'est vrai que l'adolescence, c'est quand même un moment où le fait de se construire soi, sa personnalité et tout ça est hyper contrebalancé par un manque de confiance en soi, et donc se rattacher à la norme, ça permet de prendre confiance en soi parce qu'on n'est pas anormal. Donc en fait, je pense le couple, il s'inscrit dans ce moment hyper charnière où on sait pas encore qui on est et en même temps, on a besoin des autres, donc il faut faire le moins de vagues possible et se rattacher à une norme, c'est hyper important pour pouvoir se dire ok, tout va bien. Je suis dans le collectif, quoi. Je suis pas trop marginal. Je suis en couple, donc je suis normale. Quitte à avoir une expérience qui dure 2 semaines, quoi. Oui. Elle en parle dans l'épisode des couilles sur la table, donc je vous y ramène, mais elle disait que l'expérience qu'elle avait dans le milieu bourgeois était plus la violence, était plus et la norme. En tout cas, il y avait plus une sorte de place apparente à la singularité, ou même être du coup queer, être genre un peu différent de cette singularité, ça peut être quelque chose qui est aussi mis en avant, mais qu'en fait tous ces enjeux quand même de performance de la norme, de comment ça construit le genre, ça existe quand même, c'est juste plus caché, plus inconscient et moins dit, parce que en apparence on est là, mais oui, on est tous, on peut tous être un peu soi-même et singulier, quoi. Mais c'est vrai que, mais j'y reviendrai dans ma rubrique. Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'estime de soi, la confiance en soi, et que ça peut aussi être accompagné à l'adolescence. Il y a plein de choses qui peuvent permettre d'améliorer l'estime de soi, la confiance en soi, et du coup la capacité à exprimer sa singularité et de baisser du coup le poids de cette norme, quoi. Mais moi, ce qui m'a interrogé aussi, et peut-être un peu déprimé en lisant du coup ces enquêtes et les entretiens notamment, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait une certaine sincérité quand même des adolescents dans leurs sentiments et dans la manière d'investir ces relations, mais qu'il y a la nécessité de répondre à ces normes, à ces codes très contraignants, altérait finalement la beauté et la sincérité des sentiments qu'ils pouvaient avoir pour l'autre et la beauté des relations, quoi. C'est très parasité par tous ces codes, et je trouve ça un peu dommage de gâcher une partie des relations qu'on peut avoir à l'adolescence. Mais est-ce qu'on les aurait même, tu vois? Ça me fait penser à, dans un autre épisode où tu citais Bart qui disait une partie des gens, s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour, et ils ne seraient pas amoureux. Moi, ça me fait penser au fait que on grandit avec beaucoup de modèles, en tout cas en tant que jeune fille, j'en parlerai plus tard, beaucoup de modèles où on se construit dans la relation amoureuse, et en fait à ce moment-là de l'existence, ce qui nous travaille, c'est plutôt nos hormones, et pas vraiment la relation amoureuse en tant que telle, comme une relation. Moi je pense que ce qui fait qu'on a envie du couple, c'est
la construction sociale plus que peut-être un élan d'amour envers une personne qu'on ne connaît pas, puisque cette personne n'est même pas encore une personne. Enfin, je veux dire, à l'adolescence, on est plus influencé par tout notre environnement que par qui on est vraiment encore, quoi. En tout cas, c'est sûr qu'il y aurait moins de couples. Enfin, il y aurait moins de couples, c'est ça. Si que moi, je sais que la mise en couple, c'était vraiment, j'avais envie. Alors, en plus, j'avais envie de sexualité et tout, donc mais j'avais vraiment envie de répondre à cette norme, et qu'en fait, je pense pas que j'aurais choisi ce jeune homme à ce moment-là si vraiment c'était le lien amoureux et une envie encore plus forte en tout cas que cette norme avait moins joué, quoi. Mais même je pense à moi, une relation que j'ai considérée comme une relation de couple pendant un moment, alors que c'était juste parce que c'était un garçon et que on s'entendait bien. Mais je veux dire, cette relation à distance que tu connais très bien, Lélina, et qui a duré 1 an et demi, ça n'était pas du tout un couple, mais c'était aussi une façon de se raccrocher à une forme de normalité que de dire non, mais en fait je suis dans une relation à distance. Ah, mais moi, mon premier couple n'était pas un couple non plus, je l'ai déjà dit dans ce micro, mais en fait c'était un plan cul. On se voyait entre 21h et 6h du matin, on se voyait jamais à d'autres moments. Bon, on faisait des fois des soirées ensemble, on était entre amis, on se voyait, mais c'était hyper tourné autour de la sexualité, et en réalité il y avait peu d'autres comme dit, c'est ce que tu dis aussi, c'est qu'en fait finalement ce qu'on rattache au couple dans ces années adolescentes, début adulte, c'est peut-être finalement une vision assez restrictive, ou en tout cas que sur certains points, quoi. Mais en fait, on était juste en couple pour se donner l'idée qu'on était en couple, quoi, parce que ça nous importait cette image de couple pour légitimer cette relation. Mais si on se dit vraiment qu'est-ce qu'on a fait, on a fait de la sexualité pendant 3 mois et puis après on a arrêté, quoi. Genre vraiment c'était bon, et on a discuté et tout. Enfin, je veux dire, on n'était pas des robots, mais juste je vois pas vraiment ça maintenant comme un couple, quoi. Après, je pense que ça fait partie c'est comme les enfants qui jouent, qui reproduisent des choses qu'ils ont vues. J'ai l'impression que c'est un peu en jouant, en testant que après tu comprends ce que c'est. Et donc c'est finalement, même si tu dis en y repensant j'étais pas vraiment amoureuse, ou c'était plus un ami, ou dans le fond je ressentais rien, c'est juste que c'est sympa, mais finalement t'as appris en faisant ça, ça t'a permis d'apprendre de faire tout ça. Oui, l'apprentissage est important, mais du coup je pense qu'on pourrait passer à ta partie, parce que je pense que c'est évidemment l'apprentissage et répondre à une norme à un moment donné, enfin on peut pas complètement s'en extraire, mais que peut-être qu'on peut faire des choses pour la démystifier, l'abaisser, donner de la diversité dans les récits et tout, à minima pour réduire la part de violence qu'il peut y avoir dans le fait de reproduire cette norme. Ça me paraît quand même vraiment pas neutre dans le fait et dans un monde où on n'a pas assez d'éducation au consentement par ailleurs, quoi. Enfin, en tout cas, on prend des risques, je trouve. Moi, le rapport à la jalousie, à l'exclusivité me semble assez problématique dans certains récits de l'ouvrage d'Isabelle Clare. Du coup, parlons de ce mythe, de cette quoi. Vas-y, parle, explique ta partie. Rêve parti. Ouais, en fait, du coup, j'ai aussi écouté cet épisode toute première fois des couilles sur la table, et ça m'a fait penser à comment moi j'ai grandi en tant qu'adolescente dans une espèce de bain d'histoires hyper à l'eau de rose, et notamment une série de romans que je lisais à l'époque qui s'appelle Journal d'une princesse, que j'ai lu grâce à cause de toi. Donc il y a 11 tomes quand même, donc c'est quand même assez conséquent, et il y a eu 2 films, donc c'est Princesse malgré elle, je sais pas si vous voyez, avec Anna Thaouet. Julie Andrews. Et du coup, le pitch, en gros, c'est les histoires d'amitié, les histoires d'amour de Mia Thermopolis, qui découvre autour de ses 14 ans qu'elle est princesse d'une principauté. Donc c'est juste, elle découvre son nouveau rôle de princesse, et puis il y a ses histoires d'amitié, et tout est raconté en mode première personne, puisque c'est son journal intime qu'on lit, en fait. Et il y a 1 an et demi, comme ça m'arrive assez fréquemment de vouloir me replonger dans mon adolescence en regardant Gossip Girl. Peut-être parce que t'es taureau. Ah oui. Ah ouais, tu penses? Je dirais, il y a ce truc de choses connues, de revenir toujours à des choses connues, tu sais, pour te rattacher à cette stabilité. Là, j'ai fait un progrès, parce que j'étais là en mode là, j'ai encore envie de me sentir adolescente, et plutôt que de re-regarder Gossip Girl ou de relire Princesse malgré elle, du coup, Journal d'une princesse, que j'ai relu il y a 1 an et demi, j'étais là, non mais Lorenza, tu peux pas déjà
être dans une espèce de nostalgie. Donc, j'ai plutôt lu une romance érotique. Voilà, j'ai fait ce pas de me dire, bon, voilà, c'est ça que tu viens chercher, l'adolescence, très bien, vas-y. Mais donc, revenons à Journal d'une princesse. Donc oui, il y a dans le roman, il y a ce grand enjeu de la première fois. Il est vraiment sous-tendu pendant au moins 4-5 tomes à partir du moment où elle a 15-16 ans. C'est vraiment, ça devient son sujet obsessionnel. Et sa grand-mère, qui est du coup la princesse douairière de la principauté dont elle est princesse, appelle la virginité de Mia son petit capital. Donc déjà, bon, ça va pas du tout. Et puis, du coup, sa grand-mère fait tout un drame du fait de perdre... Enfin, qu'il faut qu'elle choisisse bien le moment où elle doit perdre son petit capital. Ça, c'est dans le bouquin ? Ouais. Ah, parce que le film, il est beaucoup plus soft, quoi. Bah, dans le premier, dans le premier film, il n'y a pas du tout de question de première fois. Bah, même dans le 2. Dans le 2, je me rappelle pas parce que j'ai dû le voir qu'une seule fois. Je crois qu'il était raté, je crois. Ça se regarde 15 fois. Non, je pense qu'il faut vraiment... C'est plus important de lire les 11 tomes que de, tu vois, deux films. Non, j'avais faut vraiment lire les 11 tomes. Mais je crois que j'étais trop jeune et j'accrochais pas. C'est pour ça que ça m'intrigue. C'est super. Okay. J'ai je crois du 7 au 11 à la maison, si ça t'intéresse. Tu peux commencer au 7. Donc bref. Et donc cette histoire de petit capital, donc Mia, elle se fait tout un délire autour du fait que ça doit être absolument avec son amoureux et que ça doit être dans une chambre d'hôtel qu'elle aura louée pour l'occasion le jour du gala de fin d'année de sa remise de diplôme. Faut qu'elle ait un CDI quand même pour... Non mais elle est princesse. Ouais, mais elle a un compte en banque. Oui. Elle est riche. Elle perçoit les impôts de toute la principauté. Et du coup, elle passe beaucoup de temps dans les différents tomes, et surtout vers la fin, à culpabiliser et à interroger les uns les autres sur la perte de leur virginité, de leur petit capital, tout ça. Donc son petit ami, Michael, l'a fait avec son ex. Et ça, c'est vraiment pas possible pour elle. Elle est là en mode, mais cette personne-là, t'as couché avec elle, alors que le petit capital, nani nana, enfin, elle en fait. Pour elle, les vraiment... sauver, c'est qu'il était pas vraiment amoureux. Bah justement, c'était sa meilleure amie, c'était pas son premier amour. Pas son premier amour. Et donc les personnages secondaires, c'est pareil. Donc au fil des tomes, il y en a qui le font, mais elle est là, mais vous l'avez fait ? Est-ce que vous l'avez fait ? Comment ? Il faut que vous me le dites. Enfin voilà, elle en fait vraiment tout un truc. Et moi, je lis ça alors que j'ai 15 ans, et donc moi, c'est pareil. Je suis genre festival hormonal, histoire d'amour complexe, blabla. Et en même temps que je lis ça, je regarde Gossip Girl et je commence à lire la presse féminine qui m'abreuve de conseils sexos, genre, alors je me rappelle très bien que j'avais effectivement 13 ou 14 ans quand je lis ça dans un Cosmo ou quelque chose comme ça, les éditions de l'été, là vous savez, qui sont toujours truffées de super bons conseils, genre n'oubliez pas que la fellation est le ciment du couple, et le Quickie, la nouvelle tendance sexo, si vous connaissez ça, c'est juste se passer de préliminaire. Pourquoi ? Mais bon, bref, en tout cas, c'était un des sujets dont je me rappelle que j'avais lu. Hop, une petite pénétration comme ça sur un bout de table dans un couloir. Voilà. Et puis voilà. Et du coup, dans les romans, dans ces contenus pour adolescentes que j'ai beaucoup absorbés par intraveineuse à cette époque, il y avait une morale de la première fois qui ressemble beaucoup à un code d'éthique pour que la sexualité des jeunes femmes, elle reste convenable, comme le disait Isabelle Claire. Il faut le faire avec quelqu'un qu'on aime. Il faut le faire à un moment opportun, bien choisi, tout ça. Et puis, il faut bien réfléchir. Il faut vraiment bien réfléchir parce que c'est hyper important comme moment, quoi. Donc, on peut pas le faire à n'importe quel moment, avec n'importe qui. D'ailleurs, je cherchais un peu des infos sur Google. Je suis tombée sur un forum qui date il y a, je pense, maximum 2 ans. Il faudrait que je le retrouve, mais c'était le journal des femmes ou un truc comme ça, et c'était une adolescente de 16 ans qui disait, bah voilà, je suis avec mon copain, on flirte depuis 1 mois, et là, ça fait 1 semaine qu'on est en couple, j'aimerais bien qu'on le fasse. Et les gens, ils disaient, bah qu'est-ce que je peux faire pour bien me préparer ou quoi que ce soit, et les commentaires des gens, c'était pas des questions pertinentes, c'était c'est trop tôt, ça fait que 1 semaine que vous êtes ensemble. Alors qu'elle avait pas dit j'ai peur, elle avait dit qu'est-ce que je dois savoir pour me préparer à ma première fois. Et alors, il y avait quelques commentaires qui étaient intéressants, du genre, est-ce que t'en as vraiment envie ? Ça, ok. Mais c'est trop tôt. Qui t'es, en fait, toi, adulte de 39 ans, pour dire à cette jeune fille que c'est trop tôt. Enfin, si elle en a envie maintenant, elle le fait maintenant, quoi. Voilà. Mais en tout cas,
je me suis vraiment rappelé de ce truc de petit capital et de cette espèce de moralisme qu'on entretient sur la sexualité des jeunes filles pour qu'elles soient vraiment il faut pas que ce soit des putes qui aient envie de sexualité. La salope, quoi. C'est cette la norme du genre et il y a ça vraiment pas du tout aux hommes de la même manière. Non. Et il y a vraiment un moment dans l'épisode qui m'a marqué où elle disait qu'il y avait une jeune fille qui l'avait fait en soirée et que après coup elle s'est inventée une relation amoureuse avec ce gars parce qu'elle avait besoin d'un alibi pour justifier sa première fois. Elle pouvait pas juste avoir eu envie avec un mec comme ça en soirée. Il fallait qu'il y ait des sentiments parce que sinon ça la dévalorisait en tant que femme. Elle devenait une fille pas valable. Quoi. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'ai été en couple pour ma première fois. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a de ça parce qu'en plus, moi, je l'ai fait vite. Donc, je correspond pas exactement à cet attendu de moi parce qu'au bout de, je pense, une semaine ou deux, après s'être rencontrés en boîte, on couchait ensemble et c'était cette première fois, quoi. Mais par contre, je pense que sans le couple, là, ça m'aurait semblé impossible. Je vous avais déjà dit dans cet épisode de la honte, mais je me sentais déjà une salope parce que le soir où l'ai embrassé en boîte, j'avais aussi embrassé un autre mec et qu'on m'en a reparlé dans le bus du retour et que j'étais là, waouh, mais qui suis-je? J'embrasse deux gars une soirée. Enfin, ça me semblait déjà complètement marginal et fou, quoi, de faire ça, quoi. Donc, c'est clair que sans le couple, c'était pas possible, quoi. Et alors, très intéressant aussi, il y a une BD que j'ai lue qui s'appelle Mes 14 ans. Et du coup, c'est drôle parce que c'est encore les 14 ans. Ouais. Et qui existe en podcast aussi, mais je savais pas. Enfin, j'ai lu la BD avant de savoir que ça existait en podcast. Où justement, l'autrice, elle est revenue, elle a retrouvé son journal intime des 14 ans et elles ont travaillé avec une illustratrice pour refaire vivre tout ce moment des 14 ans où cette fille a fait sa première fois, elle a perdu sa virginité, comme on dit. Elle a fait son entrée en sexualité. Et il y a vraiment ce moment où, même dans ce qu'elle écrit, c'est est-ce que je suis vraiment amoureuse ou est-ce que j'ai juste envie de faire des expériences? Et il y a vraiment ce truc où elle fait des genres de bucket list. J'ai envie d'essayer la sodomie. Il faut que je fasse une fellation et tout. Elle se met des objectifs sexuels, mais il n'y a pas de... On dirait qu'elle dit « je t'aime », elle dit qu'elle est amoureuse, mais parce qu'elle veut justifier sa curiosité sexuelle. Et elle le dit très bien, enfin, l'autrice. Il y a vraiment cette curiosité qui précède le sentiment amoureux, en fait. Et du coup, je trouve que les projections qu'on fait sur la sexualité et le puritanisme qui entoure un peu toutes ces consommations, en tout cas que moi j'ai fait quand j'étais ado, et dans Gossip Girl il y a beaucoup ça aussi, c'est-à-dire que je vais pas vous refaire toute l'histoire de Gossip Girl, mais il y a Blair qui est la personne convenable et il y a Serena qui est la fille facile. Serena, elle perd sa virginité dans des conditions où elle est alcoolisée, etc. Et Blair, elle est vraiment en mode il faut que ce soit un moment magique. Il y a vraiment cette tension, cette dichotomie et ces deux. Mais du coup, ces contenus-là qui nous abreuvent quand on est ado, ils sont produits par des adultes en fait. Donc c'est les adultes qui projettent ce regard-là de il faut protéger les jeunes en leur disant qu'il faut c'est comme ça qu'il faut être, alors que par exemple dans Journal d'une princesse, il y a un moment où Mia, d'ailleurs c'est très bizarre parce que l'autrice elle est là, à la fois Mia elle est super ridicule de faire tout un plat de son petit capital et tout ça, et en même temps au final, elle lui donne raison. Elle a sa première fois dans les conditions dans lesquelles et c'est super. Voulait. Oui. Et c'est génial. Moi, même, je m'en rappelle de cette scène. J'ai une image alors que je me rappelle pas j'ai pas de grandes images ou de rappels d'avoir lu Journal d'une princesse ado. Mais je me rappelle vraiment de ce moment, quoi. Et donc, c'est génial parce que ça a été fait dans les conditions dans lesquelles Mia le voulait, même si c'était ridicule de vouloir ça. En fait, finalement, pourquoi c'est ridicule? C'est pas ridicule. Justement parce que moi je pense que plutôt que d'essayer de vouloir entourer la première fois il faut que ce soit fait dans telle et telle condition, il faudrait peut-être plutôt aborder la question avec les ados en mode en fait il faut que tu le fasses avec quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un avec qui tu sais que et quand tu en as envie, parce qu'il y a ce truc dans Journal d'une princesse, c'est ça que je voulais dire. Il y a un moment je me rappelle hyper bien du livre où elle passe l'après-midi sur le lit d'université de son mec et ils se font des bisous, machin. Elle ressent du désir et elle est là en mode je peux pas ressentir du désir parce que c'est pas le bon moment. Trop tôt, ouais. C'est trop tôt.
Et après, il faut que ça se passe dans ce après, lit ça de peut être une manière de se protéger aussi. Ça peut, après, c'est un personnage et puis c'est quelqu'un qui l'a écrit, mais bon, je trouve que c'est dur de dire que c'est ridicule. Non, je dis pas que c'est ridicule de le faire d'une certaine manière, mais c'est que je pense que à vouloir construire tout un contexte et à poser des normes sur comment il faut que ça soit fait, on perd un peu de vue le principal d'une première fois, qui est choisir quelqu'un en qui t'as confiance et le faire au moment où t'as envie. Et que du coup, à partir se déconnecter de cette envie, parce est-ce qu'elle en a envie le jour où elle est dans son hôtel et qu'elle a décidé ça. Et le moment où t'es en couple, du coup, parce que t'es en couple, du coup t'en as envie, mais en fait tu pouvais très bien en avoir envie avec ton meilleur pote. Et puis pas vouloir être en couple avec, parce que la vie c'est comme ça en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que il y a dans cette construction sociale, il y a on fausse en fait le rapport que les jeunes filles en particulier ont avec leurs désirs et leur sexualité. C'est ça, en fait, il faut que ce soit socialement acceptable, qu'on puisse le raconter sans qu'on dise non mais attends. T'es vraiment une salope. Ouais, voilà, exactement. Enfin, ce que vont pas dire les gens, mais c'est vrai que franchement, en tout cas, moi, mon histoire est vraiment baignée de ce truc d'être une salope. Je m'en rends compte maintenant, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'était vraiment quelque chose qui... Et avec ce truc paradoxal c'est ça, il faut quand même être une personne en couple et d'entrer en sexualité, mais pas d'être une salope non plus. Donc c'est toujours entre deux eaux qui permettent pas forcément de se connecter complètement à son envie, quoi. En tout cas, qui ne l'aident pas, quoi. Et pour les hommes, c'est un peu le contraire. Oui, il faut s'en débarrasser. Il y a une acceptation de la déconnexion entre désir sexuel et sentiments amoureux. Il faut le faire en fait dès que possible, comme ça tu deviens un vrai homme. Et en fait, même si finalement t'en as pas envie, c'est pas légitime de pas en avoir envie, quoi. Il faut, si t'as l'occasion, faut y aller, quoi. Et si potentiellement t'es pas un homme, si du coup tu le fais pas, et avec toute cette peur de si t'es pas un homme, t'es potentiellement cette figure du PD. Que d'ombre. Mais, Tu vas raconter ça, Qui va raconter sa vie? Du coup, je vais être très dans la continuité avec ma partie, parce que je me suis demandé ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on réduit le poids de cette norme, et est-ce qu'on peut réinventer directement les premières fois, parce que après les deuxième, troisième, quatrième, on a l'expérience de la première, deuxième, troisième pour se dire qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie, mais est-ce qu'il y a un monde où c'est possible de réinventer un peu cette première fois, tout en gardant en tête que oui, en fait, on est toujours dans un monde où on existe, on est des êtres sociaux, dans un monde plein de normes, et que en fait, je pense que il y a toujours une part de on expérimente, et c'est en expérimentant qu'on se rend compte si on a envie de quelque chose ou pas, et que c'est pareil, je sais pas, s'engager dans une voie professionnelle et après se rendre compte qu'en fait c'est pas ça qu'on a envie, c'est aussi un indicateur pour après faire un autre choix, et qu'il n'y a pas forcément quelque chose de grave à ça, quoi. Mais que je me dis le poids de cette norme, il est quand même très fort, il est quand même il crée beaucoup de violence, et je peux vous donner aussi d'autres études qui ont été faites dernièrement sur toutes les violences sexuelle adolescente, et je pense qu'il y a quand même un lien de cause à effet fort sur une déconnexion de son envie, un très gros poids de la norme, et un risque de violence sexuelle accrue. Et donc j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réduire le poids de cette norme, quoi. Et du coup, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités. Évidemment, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais dont on a déjà parlé, qui est hyper importante, et hyper importante dans ce champ élargi, de pas être juste la sexualité, juste le consentement, mais vraiment cette réflexion plus large, et qui est une obligation depuis 2001, notamment à l'école, d'avoir 3 séances par an sur le sujet, mais c'est encore très très peu appliqué. Et on a un avis du CESE, je vous mettrai, de septembre 2024, qui continue à dire comment en fait c'est pas assez appliqué, mais on en a. Le CESE, c'est le comité Conseil économique, social et environnemental. Ouais. Voilà, donc un conseil étatique qui donne des avis sur des sujets, sur des sujets. Et mais on en a déjà un peu parlé dans d'autres épisodes, et je pense que ça pourrait faire l'objet même d'un épisode complet. Donc voilà, je le note. Voilà. Globalement, créer des espaces de dialogue pour les jeunes, pour parler de leur
peurs, de leurs questionnements, de leur expérience dans ce cadre, dans d'autres, parce que si on est tout seul avec ce poids de la norme fantasmé, en fait, ça peut aussi prendre une place énorme, et qu'en fait, avoir des espaces safe pour en parler, ça peut aussi remettre les choses en perspective, nous reconnecter à nos envies, à notre singularité, etc. Démystifier cette première fois, qu'en fait, c'est aussi une première fois parmi d'autres, et c'est aussi, on en a plein des premières fois, et que le fait de voir ça comme l'entrée dans la sexualité et les relations amoureuses comme vraiment le truc le plus important, ça peut aussi encourager cette très haute norme, et diversifier les récits, qu'on se dit, on peut créer pas d'autres normes, mais en fait, si les jeunes ont plus de récits différents que peut-être ce que nous offre encore traditionnellement la pop culture, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps, mais voilà, ça pourrait aider à se dire, ok, il y a cette norme-là, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres possibles, et peut-être donner de la liberté pour vivre d'autres possibles. Tout ça pour dire qu'en me disant tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux apporter là dans cette partie maintenant, dans cet épisode. Et je me suis dit que j'allais parler, un tout petit peu témoigner de première fois actuelle que je vis, parce que ce que j'ai pas fait quand j'ai vécu ma première fois, donc sexuelle, amoureuse, ce que j'ai pas fait, c'est être très honnête sur vraiment ce que je vivais, parce que du coup, vu que je performais cette norme, tout ce que je donnais à voir, c'est à quel point c'était génial, à quel point j'étais heureuse d'être cette femme épanouie qui était entrée en sexualité dans ma relation amoureuse. Et du coup, je parlais pas du tout de honte que je pouvais ressentir, en tout cas, j'en ai pas le souvenir, ou de choses qui pouvaient créer des doutes ou quoi. Enfin voilà, et que je pense que ça n'aide pas aussi à réduire le poids de la norme, d'être nous-mêmes dans cette performance de nos premières fois. Et du coup, je me suis dit, je vais vous parler un peu de premières fois actuelles qui sont, c'est pas nouveau pour vous, auditeurs, auditrices, ni vous autour de la table, mais du coup, ça fait, il y a 1 an exactement, je disais sur ce podcast que voilà, j'étais bi. Vous savez aussi que je suis dans un schéma relationnel plutôt polyamoureux. Et du coup, tout ça, c'est assez cette entrée dans la queerness, dans le fait, dans être LGBT, enfin avoir une identité LGBT, être bi, être dans des relations polyamoureuses. Voilà, c'est vraiment une première fois que je vis en ce moment. Et ce que je me suis rendu compte dernièrement, c'est que je pense que je le montrais à voir, et que je me le montrais à voir d'une manière très lisse et très positive. C'est d'autres tensions qui se créent que les premières fois adolescentes. Là, l'enjeu, c'est plus, vu que c'est quelque chose d'un peu marginal, qui n'est pas la réalité de beaucoup de gens autour de moi, ni de peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai un peu l'impression de devoir faire de la pédagogie, d'être leader d'opinion, et de vous dire comment, en fait, c'est possible, et ça peut être cool, parce que, par exemple, dans le polyamour, la première chose dont on va me parler, mais comment tu fais pour avoir plusieurs relations en même temps? C'est pas possible. Une, c'est déjà beaucoup, je comprends pas comment c'est possible. Enfin voilà, des gens qui sont là à avoir beaucoup de... Donc j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me posent des questions avec plutôt des peurs, et du coup j'ai l'impression d'être là le rassurer de... En fait, c'est possible, on peut voir les choses différemment. Moi, ça se passe bien. Qu'en fait, si je disais que des fois c'est compliqué, ça donnerait raison aux gens qui sont là en mode... Voilà. Aurore vient de s'écrouler sur sa chaise. Mais Pascal. Donc oui, je me sentais dans une position de devoir rassurer les gens et montrer que c'était possible. Dans la bisexualité, j'ai aussi des enjeux de normes, de par exemple des amis qui me donnaient des peurs de quand tu commences à dater des meufs, il faudrait pas trop dire que t'es inexpérimenté, parce que sinon, qui voudra bien de toi, avec en plus un peu des peurs, enfin de la biphobie, ou en tout cas voilà des idées sur la bisexualité, que quand même on n'est pas très sûr, qu'on est quand même un peu hétéro, qu'on va faire perdre le temps à des lesbiennes pour qui on sera juste qu'on verra comme une expérimentation, et que du coup il faudrait, ça c'est intéressant, la pression de la norme, de nouveau, un peu comme adolescente, je mentais sur le fait que j'avais pas de copain parce que j'avais pas envie d'être cette personne qui n'a pas de copain. Là, on me redonne l'idée que il faudrait que je mente sur le fait que je n'ai pas eu d'amoureuse, parce que ça me desservirait dans le dating, quoi. Et voilà. Et du coup, je me rends compte à quel point je suis de nouveau dans des sortes d'angoisse, de performance, et de devoir dire les trucs d'une certaine manière, et de ne pas pouvoir être vulnérable. Et dernièrement, ça m'a vraiment sauté à la gueule, quoi. C'est marrant parce que je t'en parlais, Tomel, que juste avant les vacances de Noël, je disais, ouais, c'est fou comment le polyamour, c'est hyper serein pour moi en ce moment. Et après, tout d'un coup,
je me suis engueulé tout Noël avec un de mes amoureux. Voilà, moi, genre. J'en étais restée là, mais toute seule, tu vois, genre vraiment, enfin pas toute seule, mais juste, genre, il s'était rien passé de plus ou de moins, mais vraiment, j'étais là en mode tout d'un coup, quelque chose que je croyais que ça allait super. En fait, je me suis rendu compte que, il y avait des choses qui devaient être travaillées et qui étaient pas si faciles, quoi. Et un truc, j'ai vu un réel là-dessus que j'ai appris et dans lequel je suis en schéma, c'est le fait de se dire, vu que j'essaye d'être dans une anarchie relationnelle, de chaque relation a ses propres règles, on n'a pas besoin de mettre une telle pression sur nos relations amoureuses, que je vais les voir plutôt comme des amitiés qui se construisent progressivement, etc. Je pense que ça m'a mis dans une situation du coup, je peux rien dire aux gens, genre, je peux pas être jalouse, je peux pas être insécure, je peux pas être, parce qu'en fait, juste, c'est une relation comme d'autres, mais je veux plus que ça prenne le pouvoir et la pression d'une relation amoureuse exclusive, mais du coup, l'extrême inverse, c'était il n'y a jamais aucun problème. Je suis juste dans la totale acceptation de l'autre et inversement. Oui, alors les relations se créent exactement comme elles se créent, elles avancent et puis moi je flotte, tu vois, genre voilà. Oui, parce qu'on peut être tout à fait en anarchie relationnelle et avoir des enjeux d'insécurité par rapport à la place qu'on a envie d'avoir dans une relation. Tout à fait. Ouais. Et c'est possible dans les amitiés, mais je pense que j'en avais fait une sorte d'extrême inverse dans la norme, de genre en mode rien ne me touche, genre je suis là, tout est chouette, enfin. Et en fait, là, non, en fait, il y a des choses que j'ai pas exprimées, il y a des choses qui me touchent, il y a des choses que je dois dire. Et pareil, dans la bisexualité, en fait, tout ce truc de j'aimerais bien avoir une amoureuse, et pour l'instant, j'ai pas encore d'amoureuse, je sais comment ça peut jouer là, je suis dans depuis 1 an, et je vous en ai parlé, une association LGBT et chrétienne, et je sens comment, alors que je parle de mes amoureux de polyamour et tout, je sens ce truc de, je suis un peu moins légitime de parler d'amoureux. Il faudrait quand même plutôt que je parle d'amoureuse ou du côté homosexuel, en tout cas du côté queer de mes relations. Enfin, et ça, ça peut être la conséquence de milieux queer qui sont pas assez accueillants des personnes bi, mais c'est aussi moi qui, dans tout cet apprentissage, en fait, je fais plein d'erreurs et je fais plein de trucs où je me dis il faut faire d'une certaine manière, où j'ai peur de faire les choses de vraiment, enfin comme j'ai envie de les faire. Enfin, en fait, ça crée plein de sentiments en moi et c'est ok quoi. Et du coup, je pense que c'était un peu cette réalisation de fin d'année où j'étais là, ah ouais, je donne quand même à voir quoi. Je sens que je suis quand même en représentation de ces identités et que c'est cool d'un côté. Ah, ça m'émeut. Bon, c'est très bien. J'avais jamais pleuré dans ce podcast. Je croyais que j'avais pleuré sur un autre épisode en plus. Mais du coup, c'est chouette parce que j'aime bien tout ce travail de pédagogie et je le trouve intéressant. Mais ça m'empêche pas, j'ai le droit d'être multiple, quoi, de vivre des choses et que des choses soient pas simples, quoi. Et ça m'émeut, mais en fait, c'est cool parce que je pense que ce que je voulais avec cet épisode et cette rubrique, c'est que quand j'ai vécu d'autres premières fois, j'ai été que dans cette représentation et j'ai pas été dans plus d'honnêteté quoi et de l'autre partie, et que je me dis que c'est aussi ça à mon niveau que je peux faire pour diversifier ces récits de première fois et les démystifier et donner aussi plus à voir, c'est d'être là en mode oui en fait quand on est en apprentissage, il y a plein de choses aussi ça crée plein de doutes quoi, et puis on se dit qu'on doit faire quelque chose et après on se rend compte que ça nous correspond pas et on essaye d'avancer sur un chemin et voilà, enfin c'est toujours un peu brouillon des premières fois quoi, même c'est difficile d'avoir des premières fois qui soient complètement, on est là mais oui, on est tellement aligné avec nous-mêmes, parce que c'est vrai que quand même c'est en expérimentant qu'on se rend compte de comment est-ce qu'on est aligné avec soi et enfin voilà, de qu'est-ce qui importe quoi. Donc voilà, je me disais que c'était peut-être intéressant de vous en faire ce témoignage. Je crois que ça a été un peu brouillon, mais du coup, c'est honnête, ce côté un peu brouillon de c'est comme ça que sont les choses, quoi. Moi, j'ai pas trouvé que c'était que c'était brouillon. En fait, c'est sûr que les premières fois, enfin, on pense à la première fois sexuelle parce qu'il y a ce côté. C'est sacralisé et c'est vrai que c'est comme la première fois avec quelqu'un de nouveau. Ça me fait penser à un podcast qu'on écoute toutes les deux, le Love Gang, où souvent quand les personnes elles couchent ensemble, parce que c'est des histoires, donc c'est Samia Miskina qui raconte des histoires d'amour, de comment ça s'est fait, etc. Et du coup il y a toujours dans les récits qu'elle raconte ce moment où enfin
les personnes couchent ensemble, et à chaque fois, enfin quasiment, c'est trop bien. Oui. Et en fait, je trouve qu'il y a ce côté performatif de... Oui, et c'est devenu une running joke où maintenant elle est là en mode et c'était génial parce que à chaque fois c'est ce qu'on lui raconte parce qu'elle explique le récit d'autres personnes qui veulent bien lui donner leur récit de leur relation amoureuse, et du coup elle passe 3 heures au téléphone avec ces personnes pour avoir ce récit, et après elle le raconte à un invité et le réagissent à ce récit à une problématique qu'il peut y avoir. C'est un de mes podcasts préférés. Voilà, et effectivement, il y a cette running joke de et là ils ont couché ensemble et c'était génial. Ouais. Oui. Et en fait, c'est marrant parce que c'est tout à fait possible que ce soit génial, mais souvent la première fois, en tout cas, j'imagine que la première fois, c'est pas forcément la meilleure fois entre deux personnes. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de, quand il y a possibilité de réexpérimenter ensuite, ce qui est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans ce que tu dis, il y a aussi ça, il y a aussi le fait que, la première fois, c'est quand même du tâtonnement, et c'est vrai qu'on le dit pas, on n'ose pas le dire, et notamment quand c'est une découverte de sexualité, découverte par rapport à toi-même, c'est sûr que c'est normal, et c'est hyper beau de le dire quand tu le vis, en fait, on a fait notre première fois et c'était à chier, quoi. Vraiment, c'est un peu dur ce moment de première fois, et je trouve que ça demande une honnêteté particulière par rapport à soi-même et par rapport aux autres de le dire, et c'est chouette aussi parce que moi en tout cas en tant que pas LGBT comme toi, sur le tard à découvrir ça et à vouloir rentrer dans une sexualité qui est plus marginale que l'hétérosexualité, etc. Je sais pas en fait à quel point c'est difficile, et ça te confronte à une nouvelle première fois. C'est intense, quoi, comme expérience. Oui, c'est clair. Et je pense que même dans le podcast, et à raison parce qu'on partage tout ce qu'on a envie de partager, mais j'ai pu avoir tendance avant de parler de choses que quand elles sont complètement digérées, que quand je peux en tirer des grandes choses à dire, que quand je peux le rationaliser, l'intellectualiser, le mettre à distance, mais ce qui peut aussi entretenir du coup des discours très plus lisses, ou en tout cas en mode et c'était génial, ou et ça m'a appris ça, et alors que c'est vrai. Et puis bon, par ailleurs, c'est aussi ma personnalité je suis très enthousiaste, et il y a quelque chose dans la nouveauté et dans se rallier à soi-même qui est très enthousiasmant, mais ça n'empêche pas l'enthousiasme que par ailleurs ça amène à plein de challenges. Et c'est clair que on peut pas se réveiller un matin en décidant de faire le choix de relations polyamoureuses, d'entrer dans sa bisexualité, etc., sans que ça crée de challenge, sans faire des trucs et se dire ah non en fait c'est pas ce qui me correspond le plus, sans avoir des peurs, sans essayer de rentrer dans des normes et après les réinterroger, voilà. Et puis c'est clair que autour de moi il y a pas beaucoup de personnes qui suivent mon chemin, donc je pense que des fois j'ai ce côté un peu leader où du coup je suis là en mode du coup je suis la seule, et du coup je suis le point de référence, mais que du coup ce point de référence ça crée quelque chose d'un peu, en tout cas ça me donne cette impression, cette responsabilité de c'est moi la bonne parole. Je n'ai pas cette responsabilité, quoi. J'ai juste mon propre récit, et c'est très bien, quoi. Après, voilà. Ce que tu disais, ça me ramène à ce que tu disais au début de ton intervention sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et je pense qu'on peut jamais être totalement formé et prêt à vivre une première fois dans de très bonnes conditions. Je veux dire, on va pas avoir la théorie et ensuite la pratique, quoi. Et forcément, les premières fois que tu vis maintenant, ça reste des premières fois, des découvertes, et t'expérimentes. Donc forcément, il y a des choses que tu peux pas anticiper. Mais quand même, après, à toi de me dire, mais je pense que t'es plus armé maintenant parce que t'as réfléchi à plein de choses, tu te connais mieux, etc., à vivre ces premières fois-là que si tu les avais vécues il y a, 10 ans. Ah oui, c'est clair. C'est clair que ça n'a rien à voir de les vivre maintenant et de les vivre il y a 10 ans. Déjà, il y a 10 ans, je les aurais pas considérés. Il y a 10 ans, j'étais là en mode je vais être en couple hétéro et ça va être ça. J'étais vraiment... rien d'autre n'était considérable, et je pense que ça aurait été d'autant plus difficile de faire des choix plus marginaux en me connaissant encore moins moi-même, quoi. Mais je vois comment je peux avoir des tendances qui reviennent, comment j'ai une grande angoisse de performance, comment je me sens des grandes responsabilités, et que ça c'est quelque chose qui était vrai il y a 10 ans et qui l'est maintenant, et sur lequel je pense que je commence juste maintenant à travailler, quoi.
Mais c'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est le contexte et le climat de confiance et de sécurité que tu peux créer avec une personne. Parce que là, quand tu disais on a le droit de dire qu'une première fois a été à chier, bah ouais, en fait, on a le droit, mais on a le droit aussi de penser qu'une première fois a été à chier en termes de, entre guillemets, en termes de performance ou de même de plaisir ressenti, mais que c'était quand même cool et qu'on en garde un bon souvenir et que c'était hyper mignon et qu'on a vécu un bon moment avec la personne et on l'a partagé ensemble et que c'est finalement ça qui est important et dont on se souviendra, quoi. Mais d'ailleurs, je pense que si tu désires la personne et que t'as confiance, qu'il y a une alchimie, quelle qu'elle soit, c'est jamais à chier. C'est juste peut-être à chier du point de vue de la performance ou des autres fois qui suivent. Mais en fait, le moment de première fois, il peut être déceptif en tant que tel, mais c'est pas grave en fait. Oui, c'est aussi ok que ce soit moins bien, que ce soit maladroit, que ce soit tout à fait. Et ça, c'est aussi des conseils que j'avais vus de vraiment en mode, c'est aussi ça de démystifier et de normaliser le fait de dire mais en fait évidemment ça va être maladroit et tout, et en fait voilà. Et pareil, je pense que j'ai envie de donner beaucoup de douceur à tous mes tâtonnements de par exemple polyamoureux ou dans ce que dans ma bisexualité, que j'ai aussi c'est le début quoi, et que c'est en faisant toutes ces choses maladroites que après je ferai des choses plus alignées avec moi ou quoi, mais qu'en fait c'est tous ces tâtonnements ils m'amènent là quoi, enfin, et que ça va pas être vu comme des échecs, c'est quand même assez c'est normal quoi, enfin évidemment qu'on tâtonne quoi. Et puis en psychologie du développement, maintenant on parle un peu de développement vraiment whole life sur toute la vie, et qu'il y a des possibilités de changement, d'évolution tout au long, et que peut-être qu'on s'imagine, là c'est mes premières fois donc c'est normal, c'est pas très bien, mais au bout de 10 ans je serai au top, alors qu'en fait ça va peut-être pas se passer comme ça, parce que peut-être qu'il y aura, je sais pas, tu feras plus de sport à cette période-là, donc tu seras différent, ou une maladie, ou un environnement de travail qui va mieux, enfin il y a vraiment plein de choses qui fluctuent, donc des fois c'est bien de pas non plus s'imaginer qu'il y aura... Oui, une sorte de pente ascendante au début on apprend et après, mais ce qui, je pense, mais bon, je veux pas dévier trop le sujet, mais le fait d'avoir peur de changer de travail, par exemple, complètement à 40 ans ou même à 30, je pense qu'il y a aussi plein de peurs, ou de commencer un instrument de musique à 30 ans, il y a cette peur de se reconfronter à une première fois, alors qu'on est là, mais je veux plus de nouveau être débutant, quoi. Qu'en fait, ça fait peur, ce truc de retâtonner, de être débutant, et qu'on pourrait rester complètement dans ce truc de maîtrise de non, là, c'est bon, j'ai mon adolescence, ma vingtaine a servi à ça, et maintenant, autoroute de la compétence. Et de ne plus se confronter à tous les tâtonnements et à tout l'inconfort, mais en même temps très vivant, de revivre des premières fois, parce qu'en fait, on est en changement permanent. C'est une illusion de croire qu'on va pas vivre plein de premières fois dans nos vies, quoi. Ce qui permet aussi de démystifier ces premières fois, c'en est une parmi plein d'autres, qu'en fait, on en a plein et tout le temps des premières fois dans nos vies, quoi. Oui, que c'est pas, que je pense pas que la sexualité soit vraiment cloisonnée du reste de ta vie, quoi. Carrément. Et je crois que plus tu fais des premières fois différentes, plus tu te lances dans des choses que tu réapprends et tout, et plus c'est facile aussi. Oui, genre comme apprendre une 7e langue par rapport à une 2e. Peut-être t'apprends à naviguer dans cet inconfort et te dire, en fait, c'est aussi cette histoire de ça n'enlève pas, je peux être en sécurité dans l'inconfort. Oui, c'est ça. C'est que tu deviens pas forcément plus compétent, mais tu deviens plus confiant dans ton incompétence. C'est ça. Ou dans ta capacité d'apprendre, de faire mieux. Et que c'est ok d'apprendre et que c'est ok d'être débutant. Enfin, voilà. Peut-être qu'on va, parce que on parle, finir avec ta rubrique, Aurore. Est-ce qu'on a inventé l'eau tiède ? Est-ce qu'on invente 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 l'eau tiède ? Ouais. Alors moi, je vais vous parler du premier amour, des tout premiers liens d'amour, des tout premiers liens d'attachement avec les parents, en tout cas les gens qui s'occupent de toi quand t'es bébé. Donc ce qui est intéressant chez l'humain, c'est qu'on est on a une espèce qui fait de l'alloparentalité, donc c'est pas forcément que tes parents qui vont s'occuper de toi, mais ça peut être aussi tes grands-parents, tes tantes, les amis de tes parents. Les amis de tes parents, des frères et sœurs. Mais ce qui est dommage, c'est que maintenant, à notre époque moderne, c'est quand même moins...
on est en contact avec moins de gens qu'on a pu l'être dans le passé. D'où recréer des communautés dont vous avez déjà parlé, dont je pense que je continuerai à vous parler. Juste qu'est-ce que ça existe dans ma vie. Oui, parce qu'en fait, une maman toute seule, elle peut pas s'occuper une personne toute seule peut pas s'occuper seule d'un bébé, c'est beaucoup trop. C'est trop. On n'est pas fait pour ça. Et donc je voulais parler donc déjà un peu c'est un truc que je vois beaucoup sur Instagram, donc je sais pas à quel point les gens savent ou pas vraiment sur la théorie de l'attachement. Donc c'est avec je pense que j'en ai déjà un peu parlé de Bowlby, de ce mec-là qui a parlé de ça avec les petits singes. J'ai déjà parlé des singes Rhésus. T'as beaucoup parlé de singes, globalement. Et donc là, non, je vais vous parler vraiment de bébés. Donc il y a des expériences qui ont été faites. On laissait un enfant dans une salle de jeu avec une figure, sa mère, son père. La personne quittait la pièce et on observait la réaction du bébé. Et après, la personne revenait et on observait à nouveau la réaction du bébé. Donc on a repéré trois styles de comportement. Donc il va y avoir le bébé qui va être triste quand la personne s'en va. Et quand la personne revient, à nouveau, il est rassuré et c'est une variabilité, un changement émotionnel qui est plutôt bref. Le bébé est vite rassuré quand la personne revient dans la pièce. Après, on a le bébé qui ne réagit pas quand la personne s'en va et elle réagit pas tellement plus non plus quand la personne revient. Donc ils l'ont fait une première fois sans forcément mesurer les constantes du bébé, des bébés. Ils ont refait l'expérience en mesurant les battements de cœur, tout ça des enfants, et ils se rendaient compte que cet enfant qui en apparence ne montrait rien, en réalité, son corps était stressé, mais il n'y avait vraiment pas de manifestation émotionnelle, ni au départ, ni au retour. L'enfant restait concentré sur ses jouets, mais en réalité, intérieurement, c'est le bébé était stressé. Et après, il y a les enfants qui sont vraiment paniqués quand la personne s'en va et quand la figure d'attachement revient, il n'arrive pas non plus à être calmé. Il peut même repousser parfois la personne et en même temps rechercher le contact. Donc voilà, vraiment un bébé qui n'arrive pas à se calmer. Et après, donc il y a une quatrième. Donc le bébé je vous ai pas donné les noms. Donc le premier bébé qui pleure mais qui est vite apaisé, c'est un bébé qu'on considère qui a un attachement sécure. Le bébé qui extérieurement ne réagit pas ni au départ ni au retour, ce sont des bébés donc qu'on dit évitants, et les bébés qu'on n'arrive pas à calmer sont des attachements anxieux. Et donc après il y a une quatrième catégorie, donc là c'est un attachement désorganisé, donc c'est un bébé qui a jamais les mêmes stratégies face à sa figure d'attachement. Donc alors pourquoi le bébé évitant il réagit pas du tout? Alors on suppose que c'est un bébé qui aurait appris que son émotion, sa manifestation, donc des pleurs, ses manifestations émotionnelles, elles vont faire qu'empirer la situation, parce que par exemple l'adulte il va s'énerver ou stresser, et donc il a appris à ne rien montrer parce que c'est plus ça va moins aggraver la situation que montrer ce qu'il ressent. Et le bébé anxieux, c'est un bébé donc qui a l'impression que, quoi qu'il arrive, il aura jamais assez de réassurance, peut-être parce qu'il aurait un parent qui serait aussi très anxieux, et donc tous les deux ils s'entraînent un peu dans leur anxiété, dans leur détresse. Donc en gros voilà les styles d'attachement. Et voilà, désorganisé, donc c'est un bébé, un coup il pleure, un coup il montre pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les bébés, selon la personne, ils peuvent ne pas avoir les mêmes réactions. Donc, je trouve que c'est intéressant pour nuancer un peu le propos, parce que je trouve sur Instagram, on voit souvent, j'ai l'impression qu'il y a un truc de tu es un anxieux, tu es un évitant, alors que peut-être, moi, c'est quelque chose que, quand j'avais lu ces trucs-là, je me disais, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'être, avec certaines personnes, franchement, ça va. Et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont t'activer plus que d'autres, ou de la désorganisation, ou donc de l'évitement. Ouais. Donc je trouve que c'est intéressant de savoir ça, que finalement on n'est pas coincé dans un schéma, on est capable de s'adapter. À chaque fois, ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne des outils qui, je pense, à un moment donné, peuvent aider à réfléchir à quelque chose, mais qui finissent toujours par être un peu, en plus de la manière dont on peut nous les présenter, un peu restrictifs, quoi. Oui. Et comme une norme. Après, on s'en détache. Et aussi, ce qui est positif, c'est que en grandissant, normalement, on va être exposé à d'autres personnes, et en fait, on est capable, le cerveau des enfants, il est... Alors, donc, tout ça, ce que je dis, ça vient d'un livre qui s'appelle Le bébé philosophe de Alison Gopnik. Wow.
avec une très jolie ce petit bébé qui est en train de lire, genre. Il mâche un truc, le bébé sur la couverture. Mais c'est hyper intéressant. Les premiers chapitres sont plutôt sur comment le bébé se crée des espèces de cartes de causalité du monde avec les événements physiques. Et donc les enfants, ils vont aussi se créer des cartes de fonctionnement sur comment les gens fonctionnent et aussi sur comment l'amour fonctionne. Donc l'amour, c'est l'attachement, c'est quelqu'un qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi, avec qui tu es en lien. Et donc, quand même, le point qui est rassurant, c'est que c'est réversible. Donc là, elle donne l'exemple d'enfant dans un orphelinat roumain qui avait été laissé. Alors, c'est un peu... Alors, dans le livre là que j'ai lu, elle parle juste des enfants de 3-4 ans donc, qui avaient été dans cet orphelinat, que ces enfants, une fois qu'ils avaient été placés donc, dans l'orphelinat, vraiment c'était horrible. Quand on laissait les bébés, les petits-enfants dans leur lit, ils avaient juste, on leur apportait à manger, à boire, mais il n'y avait vraiment pas de contact avec des adultes rassurants. Il n'y avait vraiment aucune ressource... pas d'affection, d'amour, et donc c'était vraiment des enfants un peu apathiques. Mais une fois que les enfants de 3-4 ans ont été placés dans des familles aimantes, on voit que les enfants ont changé de comportement et donc que c'est réversible. Donc dans le livre là, elle parle que des enfants de 3-4 ans, mais j'ai lu un autre livre il y a pas longtemps de Céline Alvarez qui parle de cette expérience, mais elle mentionnait que les enfants plus petits, des plus jeunes, vraiment les tout bébés, pour eux c'était beaucoup plus difficile de retrouver un attachement sécure même dans des familles normales, parce que le cerveau des bébés, il est quand même des tout bébés, il est quand même plus fragile. Oui, on en a déjà parlé, mais il y a vraiment ce truc en santé publique où on parle des 1000 premiers jours, et que les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est vraiment le moment où beaucoup de choses se passent et où il y a vraiment un besoin de sécurité, enfin où c'est vraiment là où il y a plein de choses qui se passent et où faudrait faire le plus attention, pas qu'après il faut arrêter, mais que c'est vraiment très sensible cette période-là, quoi. Ouais. Donc voilà, pour l'instant deux points vous voyez, c'est souple, tout n'est pas gravé dans la pierre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de nous, donc on peut se créer quand même une carte mentale des relations qui est un peu souple et pas complètement figée, et aussi que ça peut changer si on change d'environnement, on peut réapprendre de nouvelles choses. Et aussi la dernière chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que si on interroge des adultes sur ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, alors on se rend compte que les gens qui peut-être ont eu une enfance difficile mais qui arrivent à avoir un discours rationnel sur ce qui s'est passé avec une prise de recul, qui arrivent à dire vous voyez, je pense que qui comprennent pourquoi leurs parents ont agi ainsi, comment eux ils peuvent faire autrement, sont des gens qui vont avoir des attachements sécures, même si eux dans l'enfance ils n'ont pas eu une enfance idéale. Donc ça veut dire qu'on peut changer et qu'on peut que la vie c'est quand même beaucoup de plasticité. Et aussi par contre attention que des gens qui se sont dit aimés, qui savaient dire pourquoi, pareil, ils avaient plutôt tendance à avoir des enfants sécures, mais par contre des gens qui se disaient aimés mais qui avaient des souvenirs assez flous, pas tellement développés, il y avait pas forcément autant de probabilités qu'ils aient des enfants sécures. Et là par contre des gens qui avaient une enfance compliquée mais pareil, qui arrivaient pas tellement à élaborer, à expliquer, ils avaient également tendance à avoir des enfants qui n'étaient pas sécures. Mais donc c'est pour ça qu'il faut essayer de favoriser un contact avec des enfants plus grands, d'autres adultes, et que c'est vraiment le fait de rencontrer plein de personnes qui fait que on a plus de chances un attachement plus sécure, aura des conséquences sur les autres relations qu'on crée dans notre vie. Voilà. Et donc je pense que ça revient un peu l'idée que les premières fois c'est important, mais il y a quand même espoir, il y a moyen de si on est s'il y a une communauté ou des ressources qui te permettent de changer, c'est possible, quoi. Donc une première fois ratée, c'est pas non plus ça nous définit pas. Voilà, ça n'a pas à nous définir complètement. Voilà, j'ai pas été trop longue. Non. C'est marrant parce que quand tu décrivais les bébés, j'étais là, t'avais pas dit quels étaient les attachements. Et j'étais là, je pense que je suis ce bébé et c'est l'attachement anxieux, et j'étais là, mais évidemment en fait. Mais franchement, c'est bien que tu dis que tu dises à la fin on peut changer, parce que justement moi j'ai
quand je réécoutais des vieux épisodes du Bisoudrome, je me rappelle que j'avais dit ça, que j'avais un attachement anxieux. Et franchement, je me rappelle de ce moment-là aussi parce que j'écris tous les jours dans les pages du matin. J'écris mes pages du matin. Voilà, j'écris tous les jours 2-3 pages le matin. Et je relis du coup ce que j'écris. Et là, par exemple, des fois, je me dis, ah tiens, si je lisais ce que j'écrivais il y a 3 ans à la même période, il y a 2 ans à la même période. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que j'ai évolué, j'ai fait de la thérapie, etc. depuis. Et je vois tous mes mécanismes anxieux que je n'ai plus, enfin que j'abandonne au fur et à mesure, et que du coup j'ai l'impression que je construis un attachement sécure maintenant. Et ça fait trop du bien de revoir comment je fonctionnais et d'être là en mode mais c'est plus moi ça, c'est plus moi cette personne qui est anxieuse que plus personne ne m'aime à telle raison, enfin pour telle et telle raison, que les personnes m'en veuillent tout le temps, enfin. Et je trouve ça chouette de voir qu'on peut, enfin je le savais puisque je l'ai vécu, mais je veux dire c'est cool de se dire en fait plus tu multiplies les attachements, enfin les relations, et plus t'as de positives, ouais, et plus tu peux aussi dépasser tes traumas initiaux, et c'est chouette quoi. Moi j'étais dans le déni, j'ai dû dire dans cet épisode que j'avais un attachement super sécure, et moi je fais partie de cette catégorie de gens qui sont en mode mais oui mon enfance était super joyeuse, tout va bien, mais un peu flou, et où c'est maintenant que je suis là, mais vraiment de toute manière je vais pas arrêter de vous rabâcher avec cette année 2024 de révélation sur moi, où je suis là, ah non, j'ai pas du tout un attachement aussi sécure que je crois. C'est juste, je me mentais à moi-même. J'étais dans une sorte de positivité toxique où j'étais là, mais oui, tout va bien. Enfin, moi, je veux dire, tout va bien. Et vraiment, voilà, c'était l'image que j'avais. J'étais là, en fait, je peux être un peu anxieuse, je peux être un peu irritante. Et toujours, cette idée que c'est quand même aussi l'autre qui va, des gens qui vont plus ou moins te rendre anxieuse, plus ou moins te. Ouais, mais moi, j'étais vraiment en mode barricadée. J'étais barricadée avec moi-même, j'étais barricadée de vraiment personne ne me créer. Enfin, si, peut-être cette relation d'amour complètement toxique, mais tu vois, genre en mode mes amis où ça va, tu vois, ou des relations où ça va, je me disais non, mais tout va bien. L'autre, oui. Mais alors moi. L'autre est un problème. Alors l'autre est anxieux, mais alors moi, je suis en confiance, mais complète, aucun problème. Enfin, donc tachycardie, mais je comprends pas que vous, tu sais, en mode, en plus d'au-dessus, en mode, je comprends pas que vous doutiez, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quoi comme doute à avoir, enfin. C'est important ce que tu dis sur le déni, parce que je pense que ce qui est primordial, c'est d'en être conscient justement de ces schémas de fonctionnement, et parce que le risque, ça peut être de rejouer plusieurs fois, de répéter en fait des schémas de difficultés dans le lien d'attachement qui vont ensuite créer des ruptures et recréer des ruptures, et en fait rejouer toujours les mêmes schémas quoi. Donc il faut réussir à enrayer un peu cette spirale quand il y est, et pour ça faut se faire aider, ou justement avoir la thérapie ou avoir des relations positives ou un autre contexte qui t'aide à t'en détacher. Mais c'est vrai que la première étape, c'est d'en avoir conscience. Mais après, avoir des relations, enfin, je veux pas du tout préjuger des choses, mais juste, je pense que avoir des relations positives, si t'es pas en thérapie, c'est quand même vraiment compliqué, quoi, parce que si t'es vraiment plongé dans un schéma relationnel négatif, en fait ton cerveau il va toujours aller chercher ce que tu connais le mieux, et du coup potentiellement être toujours rechercher les personnes qui font écho à ton schéma négatif. Donc ou juste t'analyses les choses, un observateur neutre verrait les choses d'une certaine manière, et toi ton cerveau va être un peu biaisé, va voir des choses là où il y en c'est ça, mais aussi, par exemple pas de relations négatives. Je sais plus ce que c'était, je sais plus si c'était un exemple qu'on avait dit ou quoi, mais que moi avant, enfin dans mes schémas anxieux, il y avait ce truc de si la personne me répond pas tout de suite ou me parle pas ou voilà, c'est qu'elle ne m'aime plus ou que j'ai dit quelque chose de mal. Et maintenant, c'est plus du tout un truc qui vient en premier dans ma tête. C'est un truc en mode cette personne elle est occupée en fait. Pas le temps. Vraiment le truc vient plus, ou alors vraiment en dernier, de genre est-ce qu'elle m'en veut. Et en fait juste ça demande de reprogrammer un peu son cerveau en thérapie, en travaillant sur toi, etc. Parce que moi mon truc il était tellement ancré que je pouvais vraiment m'angoisser très très vite parce que la personne me répondait pas en 1 heure, tu vois. Et ça va pas forcément casser des relations ou quoi, mais c'est juste qu'on est notre propre bourreau. C'est aussi ça le risque, c'est que potentiellement de l'extérieur on est là en mode on a des relations qui peuvent être chouettes avec des gens chouettes, mais si on est notre propre bourreau derrière, c'est peut-être c'est ça, un enjeu aussi. Donc c'est vrai que pour réinventer à minima nos 2e, 3e, 4e, 5e fois dans nos vies,
C'est toujours bien de se connaître soi-même finalement. On réinvente pas l'eau tiède là en disant ça. Mais je vous propose qu'on conclue cet épisode. Merci beaucoup pour cette riche discussion. Et vous, auditeurs, auditrices, merci de nous suivre dans cette 3e saison de Bisoudrome, du Bisoudrome. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Insta, sur nos Insta personnels aussi, à Lovela et à moi, Lélina pour l'instant. Wink wink. Et voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Maintenant, vous pouvez mettre aussi des commentaires sur Spotify et je trouve qu'ils ont quand même vraiment amélioré le game de C'est simple de commenter, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi commenter sur YouTube, nous envoyer des messages, nous faire des vocaux, voilà, ce que vous voulez. Et d'ici la prochaine fois, des bisous.